après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSite. Merci beaucoup Elsa, ça fait chaud au cœur. Ça donne un peu de peps pour ce 5e café de campagne. Moi, je suis ravi, bien sûr, de vous accueillir. Donc, Thibaut Redonnet, je suis à la fois le président de cette belle structure, cofondateur et puis également maire, comme vous pouvez le voir derrière moi, d'un des plus beaux villages au monde, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, dans le Gers, à Termes d'Armagnac. Voilà, très, très heureux de vous accueillir. Alors, ces cafés de campagne, 5e café de campagne, quelle est l'idée de ce café de campagne? C'est de trouver un temps entre nous pour pouvoir à la fois se connaître et se reconnaître. Et autour d'une démarche à la fois conviviale, fraîche, légère et enlevée, modeste et déterminée, de se dire qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres et de mettre en lumière un certain nombre de héros du quotidien. Et grâce à cette mise en lumière, eh bien de créer des synergies entre vous. Donc au fil du temps, nous avons créé une petite communauté, puisque ces premiers cafés de campagne en ancienne génération, ça s'appelait des cafés confinés. C'était pendant le premier temps de confinement où toutes les semaines on se réunissait et puis voilà, on a relancé l'opération il y a 5 mois maintenant pour avoir quelque chose qui se tienne avec un vrai programme et puis une mise en lumière un peu précise de ces cafés de campagne. Parce que la ruralité, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, à l'évidence, c'est l'enjeu de demain, ce sont les territoires qui vont nous permettre de rééquilibrer notre société et de faire en sorte qu'à côté de la métropolisation, à côté des zones urbaines pour lesquelles j'ai beaucoup de compassion aujourd'hui, eh bien, on peut repenser une société où on vit un peu différemment, un peu plus à l'équilibre, un peu plus en respectant les êtres humains, le milieu naturel, et puis sur un temps de vie, sur un rythme de vie peut-être, espérons-le, un peu différent et un peu plus en adéquation avec notre rythme naturel. Voilà, donc bienvenue sur ce 5e café de campagne. J'ai le plaisir, la joie et l'honneur d'accueillir notre maire du jour, Thierry Saint-Martin, maire gersois, maire de Sainte-Christie d'Armagnac, magnifique petit village de, allez, on peut le dire, près de 400 habitants, on peut dire ça comme ça, Thierry, pas très très loin de chez moi. Alors Thierry, on se connaît un peu, parce que d'abord on est voisins. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'est connus. Je dirais que le dispositif InSite est arrivé sur son village, non pas par moi, mais par les équipes d'InSite. Et on a pu commencer à raconter une petite histoire dans ce très beau village. Sainte-Christie, c'est l'ouest du département du Gers. C'est au carrefour à la fois des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées. C'est un endroit où on est à la fois un peu ici et beaucoup ailleurs. C'est un carrefour, 1h30 des Pyrénées, 1h30 de l'Atlantique, 1h50 de Bordeaux, 1h50 de Toulouse, à la louche. Voilà, c'est un endroit où on pourrait se dire, on est un peu isolé, on est un peu loin de tout, mais en fait, on est tellement près de tout et au cœur du reste. Voilà. Donc, merci infiniment Thierry pour ta participation. On a failli te faire intervenir il y a quelques temps et puis on a eu un petit rendez-vous raté, mais on déguste ce nouveau rendez-vous avec d'autant plus de plaisir. Une petite vingtaine de minutes pour à la fois échanger avec toi et puis échanger avec nos amis du Café de Campagne. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Thierry, c'est à la fois, parle-nous un peu de ton village, rapidement, et puis dis-nous comment est-ce que tu es arrivé maire? Alors, salut à tous. Merci Thibaut pour la très belle présentation de Sainte-Christie d'Armagnac. Juste pour rebondir, je pense quand même qu'on c'est plus beau que Termes d'Armagnac. C'est différent. Alors, où on se met sur le même pied d'égalité, c'est les deux plus beaux villages du monde. Voilà. Mais Bonjour va nous emmerder, donc on va… Ouais. Non, bonjour à tous. Donc, alors très très rapidement, donc Thierry Saint-Martin, 55 ans, marié, heureux papa de 2 grandes filles de bientôt 30 ans, des jumelles. Voilà mon parcours. Alors je suis arrivé, par rapport à la question que tu me poses, comment je suis arrivé maire? Alors je dirais que c'est arrivé peut-être tout naturellement du fait que j'ai toujours été très impliqué, on va dire, dans la vie associative de Sainte-Christie. Je pourrais presque dire que je suis né à Sainte-Christie. J'ai fait, dans ma grande vie, j'ai passé 8 jours dans le département des Landes, le jour où ma maman
m'a donné la vie. Et très vite, je suis revenu dans ce très beau village. J'y ai toujours vécu, j'espère y finir ma vie. Donc très impliqué dans la vie associative au sein du comité des fêtes, où j'ai assuré une coprésidence pendant un peu plus d'une dizaine d'années. 2001, je rejoins le conseil municipal, où je passe 2 mandats en tant qu'adjoint au maire. Et depuis 2014, donc, je suis l'heureux maire aussi de ce magnifique village. Voilà, alors Sainte-Christine d'Armagnac, comme tu disais, presque 400 habitants, suivant la source à laquelle on se réfère, très très étendue, 2250 hectares, 17 habitants au kilomètre carré. On a une grande particularité, en plus d'être dans le secteur où on fabrique les plus bonnes eaux de vie d'Armagnac, on reste un peu chauvin quand même, on a tout un patrimoine, c'est notre grande particularité. On a un patrimoine architectural qui est vraiment un peu très atypique. Alors autant patrimoine architectural, patrimoine historique, archéologique. La preuve en est, puisqu'il est classé, une partie est classée depuis 2016. Tout le site est protégé intégralement depuis 2014. Je vais juste vous présenter très très succinctement le site. Une motte castrale, on parle de la partie, on va dire, la plus ancienne, une motte castrale du Xe siècle. Alors, il faut imaginer une motte castrale, c'est une élévation en terre qui a été faite par la main de l'homme, 10 mètres de haut, donc on imagine entre 3 et 4 étages de hauteur, 50 mètres de diamètre. Il faut imaginer tout ça fait à la main par les gens de l'époque. Au-dessus de cette motte, il faut imaginer aussi une fortification en bois où le seigneur à l'époque vivait avec tous les autres habitants. Eux, ils restaient au pied de la motte, ils défendaient, on va dire, la fortification du seigneur. Juste à côté, le seigneur à l'époque, il a dû se dire que la construction en bois en termes de défense, c'était pas top, c'était pas terrible, donc il a fait construire un château. Alors c'est un château pas comme on voit partout ailleurs. Je m'avance pas trop en disant c'est le dernier rescapé en Europe par sa méthode de construction. C'est un château avec des remparts en terre crue. Alors qu'on dit terre crue, il faut bien imaginer de la terre crue sans liant, sans chaux, sans rien du tout. Après, il faut quand même aussi visualiser un mur à la base qui fait 1,90 m d'épaisseur. Donc c'était quand même, c'est toujours quand même quelque chose de très très solide à la preuve en est, puisqu'il est là depuis bientôt 1000 ans. Exposé en plein mauvais temps, il y a encore un vestige qui fait plus d'une vingtaine de mètres de long sur 7 mètres de long. Enfin, de haut, c'est assez particulier. Je ne vous cache pas que tout ce patrimoine a été toujours au cœur de la réflexion de toutes les municipalités qui se sont succédées. Et on a la chance, depuis 2014, d'avoir pu entamer, grâce à l'aide de la DRAC et des fonds, des aides financières qu'elle nous a apportées, d'avoir pu commencer à des campagnes de travaux qui ont permis déjà d'éviter l'effondrement de tout ce magnifique patrimoine. Et depuis, on a réalisé 2 autres tranches de travaux qui ont porté plus sur on va dire, des points de sauvegarde, mais aussi surtout de la reconstruction. Et alors, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est en même temps, on a missionné un bureau d'études parce qu'on a fait bosser on nous posait régulièrement toujours la même question. C'est bien ce que vous faites, mais dans quel but et pour quelle finalité finalement injecter de l'argent dans ce patrimoine? Très bien, mais avec quelle finalité? Donc, et pour pouvoir répondre à ces questions, le bureau d'études travaillait là-dessus de son côté, et nous, on a posé régulièrement la question à nos administrés à travers des réunions publiques où on les a interrogés. Et ce qui est sorti, ce qui a dominé, enfin, les réponses qui sont le plus souvent revenues, c'était le besoin d'avoir un lieu de vie, un lieu de convivialité, un lieu d'échange. Voilà un peu pour tout ce qui était ressorti de ces enquêtes, enfin, on va dire de ce travail du bureau d'études. Et cette vie, elle a démarré, on va dire, l'an dernier. Et c'est là où InSite a fait un peu son apparition dans
dans l'aventure. Parce que je ne vous cache pas, enfin, tous mes collègues maires de petites communes, je crois qu'on a un peu tous, on est tous confrontés un peu aux mêmes réalités, c'est-à-dire au manque de moyens humains. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, Seine-Christie, on a une secrétaire qui est là à mi-temps à la mairie. On a un agent technique qui s'occupe de l'extérieur qui, lui, fait en gros un 3/4 équivalent, un 3/4 temps plein. Ce qui nous manquait surtout, voilà, c'était ce lien. Ce lien parce qu'on a quand même une grosse ressource dans le milieu associatif. On a 8 associations, des personnes qui sont très, très, très motivées, qui ont envie d'œuvrer pour leur village, pour leur commune. Mais ce qui nous manquait, voilà, ce que je disais, c'était ce lien qui pouvait donner envie à toutes ces personnes de travailler ensemble. Donc, c'est à partir de là où on a pris contact avec InSite. On a eu la chance d'avoir Emmanuel qui est venu sur site, qui a découvert le site, qui nous a écoutés, qui nous a entendus, et ensemble, on a construit un cahier des charges qui a servi de base donc à la publication de la mission, à la recherche de volontaires au sein d'InSite. Voilà. Je ne sais pas alors si on peut échanger aussi en parallèle en même temps, on peut, comme vous voulez, vous me dites. Non, alors simplement, merci d'abord pour cette introduction, Thierry. Vraiment, tu balayes bien l'histoire, un peu même l'origine même d'InSite au début, hein, quand on a créé cet Erasmus rural, on s'était dit il y a deux problématiques. Il y a à la fois il y a un manque, il y a un déficit de nombre de gens. Enfin, il y a des gens qui sont seuls et qui mènent des projets extraordinaires, mais qui sont un peu seuls. Donc, il faut venir les soutenir. Et puis, on avait ce prisme-là au début qui était sur la question du patrimoine. Comment est-ce que, autour de la question patrimoniale, qui était notre prisme principal d'ailleurs au début, on va développer les territoires ruraux un peu sur le modèle de ce que j'avais pu faire sur mon village à Thermes-d'Armagnac il y a quelques années. Et donc, vraiment, Sainte-Christie répond à ces deux enjeux et aussi à cette question du patrimoine comme vecteur de lien social, comme vecteur de lien entre les gens. Et c'est Marie peut-être qui pourra nous en parler un petit peu tout à l'heure, parce que ça a été une des jeunes en service civique qui est venue, mais c'est la création de ce lieu. Peut-être tu peux nous en dire un peu quelques mots sur ce lieu-là qui s'est créé à côté du casse-tête, qui a participé à renforcer le lien social. Oui, tout à fait. Dans l'idée, à partir des réponses des contributions de nos administrés, quand ils nous parlaient de lieu de vie, de convivialité, donc un peu comme tout le monde, on a une salle des fêtes. On se dit c'est pas l'endroit idéal pour imaginer un peu ce lieu de vie. Donc on a au sein du site un local qui s'appelle La Manse, on avait toujours baptisé La Manse. On s'était dit tiens, alors c'est un petit local qui fait je sais pas 50 mètres carrés. On s'était dit tiens, ça pourrait être l'espace où on pourrait éventuellement organiser des choses à l'intérieur. Et c'est vrai que je suis très content d'avoir vu Marie, parce que dans Marie, en quelques mots, ça a été notre première expérience aussi en termes d'accueil de service civique. Et on verra dans le futur, mais je pense que ça a été peut-être une de nos plus belles expériences. Marie, la pauvre, elle est arrivée en plus pile poil quand il fallait. Je crois qu'elle est arrivée de mémoire, tu me dis Marie si je me trompe, le 2 ou 3 mars. Et reparti grâce au confinement Covid le 12 ou le 13. Donc on a juste eu le temps de faire connaissance, de découvrir un peu le lieu, de se demander, de travailler ensemble sur un peu ce qu'on pourrait réaliser. Et puis elle est partie. Et elle est revenue mi-mai avec plein de bonnes idées. Et dans ce lieu, donc, on s'était dit, il faut faire des choses, on va essayer de fédérer des gens, on va faire des choses. Et il y a eu une idée qui a germé dans la tête d'une de nos administrés et qui nous avait dit, mais ça serait peut-être bien si on pouvait, grâce à l'aide de Marie aussi, peut-être essayer d'imaginer une exposition photo avec aller à la rencontre de nos anciens habitants, enfin de nos vieux. C'est pas du tout péjoratif que je dis vieux, mais de nos vieilles mémoires, qui nous expliquent un peu comment était la vie autrefois à Sainte-Christie. Voilà. Donc l'idée, elle est partie et l'expo, bien sûr, à faire dans le lieu ou autour du lieu,
mais ce lieu qui est quand même une position stratégique en termes de positionnement au milieu de ce site patrimonial. Ce n'est pas neutre quand même. Si vous voulez, je continue sur l'idée, enfin, un peu comment ça s'est passé. Donc, Marie, sa mission, elle a accepté de mener cette mission parce qu'on lui avait, je me rappelle, je crois que je lui avais posé la question si elle était OK pour être la chef d'orchestre de cette envie. Elle m'a répondu que oui, et donc c'est parti. Ça a été, elle a imaginé un peu donc quand on se rend chez les personnes, qu'est-ce qu'on leur demande, toute la procédure, tout le process, essayer d'imaginer, de rien oublier, de bien collecter toutes les infos. Elle a mis ça en place. Après, les infos, elle a participé, on a participé. Je me rappelle, on avait été dans une ou deux maisons, on est resté, je pense qu'on aurait pu y passer des heures et des heures à écouter les anciens avec les yeux qui pétillent, qui brillent, de nous raconter leur vie à l'époque. Emmanuel, peut-être aussi, le pouvoir du flow, qui faisait que, que des fois, quand on s'assied au bout d'une table, on n'a pas trop envie d'en repartir, ou alors on ne pense pas repartir, on est bien finalement. Donc voilà, dans le job de Marie, elle a collecté, elle a trié, elle a organisé, pour finalement, fin juillet, on avait calé la date, on a mis cette expo en place, enfin elle a mis l'expo en place, et on l'a dévoilé, cette expo. Ça a été un réel succès. On ne savait pas trop si on allait avoir des retours des gens aussi qui allaient apprécier, qui allaient aimer si. Et ça a été super. Et le lieu de vie, là, je dirais, prend toute la signification prend toute sa valeur, puisqu'à partir de là, on a découvert que dans nos habitants, il y avait des peintres amateurs. Et ils se sont retrouvés très, très régulièrement. Donc, je crois que c'était le mercredi, le vendredi, ils venaient dans ce lieu peindre ensemble. Ils avaient décidé de peindre, de représenter sur une grande fresque chaque élément du site historique, de les peindre, de les assembler, ça représente une très belle fresque avec un aperçu un peu de tous les différents éléments. Donc c'est vrai qu'en termes de lien social, de choses qui fédèrent, je crois qu'on y était en plein dedans. Voilà, il y a le lieu qui fait que les gens ont eu envie de s'y retrouver, quoi. Donc c'était que du bonheur. Il y a comme tu le dis, il y a à la fois il y a le lieu, il y a la démarche, il y a la question de la mémoire, hein, qui est un peu globale. Il y a l'histoire et la mémoire, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire, on est au pied de ce casse-tête qui est étonnant, hein, comme tu l'as dit, la dernière construction de ce type en terre crue, puis ce lieu qui se crée autour de la question à l'ombre de l'histoire, mais au service de la mémoire des habitants du village. Et c'est un vecteur de lien social, c'est un vecteur de connexion, de reconnexion et finalement de découverte avec ces artistes-là que tu viens de citer. Donc c'est pour nous en tous les cas une très belle réussite. Alors je vous propose qu'on passe la parole à nos amis de Café de Campagne. Est-ce que vous avez des questions sur les dernières minutes qui nous restent là sur ce temps-là pour aller plus loin, demander des précisions à Thierry ou à Marie qui pourrait prendre la parole aussi. Oui. Est-ce que Thierry, tu peux aussi parler parce que je trouve ça aussi chouette. Moi, Il y a Paul Jo qui a demandé la parole. Ah oui, pardon, je n'ai pas levé la main, je suis indiscipliné. Mais parler du projet de pièce de théâtre aussi, Thierry, parce que c'est quand même la chouette conclusion aussi. Alors rapidement, hein, pour qu'on puisse avoir le temps. Vas-y Thierry. Très vite. Donc, suite à toute cette collecte d'anecdotes, de paroles, il y a une idée qui a germé dans la tête d'un couple d'habitants aussi. Quand ils nous ont entendu parler de tout ça, ils nous ont dit, mais c'est des gens qui avaient fait du théâtre, ils se sont dit, mais ça serait super si on pouvait re-entendre ces personnes, collecter toutes ces infos, les mettre bout à bout, écrire un scénario. Et de là est née l'idée de créer une pièce de théâtre sur l'histoire de Sainte-Crécy au siècle dernier, à partir des anecdotes qui ont été collectées. Et cette pièce de théâtre, alors on va rester optimiste, sera jouée au cours de l'été 2021 par les habitants de Sainte-Crécy. Voilà, donc la conclusion de cette idée qui a germé. Voilà, c'est super. Merci. Alors Paul Jo, dans l'ordre, et ensuite Yves. Oui, moi je vous remercie pour votre présentation qui
est super. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous sur la nécessité de promouvoir vraiment le patrimoine parce que c'est quelque chose qui peut se transmettre et qui a un lien fort. Ma question, elle est simple, vous avez parlé de ce lieu de 50 mètres. Donc, il appartient à la commune ou vous avez fait un bail ou alors il y a un statut particulier Ça appartient à la commune, ouais. On a la chance que tout le patrimoine est propriété de la commune. D'accord. Donc, c'est hyper plus facile, ouais. C'est vrai que… Ça change tout. Merci, Paul-Jo. Yves. Merci. Peut-être, je te dis, Paul-Jo, Thierry, il est maire d'Arjoust, un petit village de 77 habitants dans le Sartenay et dans le sud de la Corse. C'est pas mal aussi. Moi, j'aime beaucoup le Gers, mais c'est pas mal. Yves, à toi la parole. Moi, je suis maire du Saint-Christophe-sur-Roc. C'est le plus beau village du monde, hein, pas seulement de la France. On est d'accord. Président de l'association des maires ruraux des Deux-Sèvres. Et donc, ce que disait Thierry, en fait, j'avais l'impression d'entendre mon village. Quelques réponses au problème de moyens humains. Thierry, on a le même problème. On a créé un chantier participatif. Et on a été surpris par quand même le nombre de personnes qui sont venues, jusqu'à 20-25 personnes, avec leurs outils, leurs coupe-branches. Donc voilà la première réponse. Ensuite, on a une démarche participative, comme beaucoup, hein, pour restaurer le centre-bourg. Et comme toi, on a eu beaucoup de demandes de lieux de convivialité. C'est revenu régulièrement, voire un café associatif. Mais il y a vraiment un besoin de lien social dans un lieu. Et comme vous tous, il y a des demandes de proximité, de circuits courts, bio. Enfin bon, on trouve une logique, il y a une constante. Et puis beaucoup sur la mémoire aussi. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes couples. Alors, chez moi, il y a beaucoup de jeunes couples qui sont arrivés, là, comme dans beaucoup de petites communes, à 10-15 km des grandes villes. On a un exode urbain, comme on dit, important, de jeunes qui cherchent un espace vert, quoi. Vous voyez pourquoi, hein. Et donc, il y a une demande d'histoire. Et pour terminer, on a retrouvé les cahiers de doléances du 1er mars 1789. Et on aurait pu dire que c'était les Gilets jaunes qui l'écrivaient. Parce que le 1er mars 1789, ils se plaignaient de la récolte des impôts du roi, qui était très important. Enfin, ça aurait pu être signé. Ce n'est pas le même français, mais c'est exactement les Gilets jaunes, le 1er mars 1789. Super. Merci Yves. Si tu as besoin d'un renfort, hein, n'hésite pas à faire appel à InSite. On viendra avec plaisir te visiter et de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Vous serez les bienvenus. Dès qu'on pourra boire le rituel républicain, évidemment. Avec grand plaisir. Et une fois qu'on sera un peu décloisonné, comme ça, je pense qu'on fera un grand tour des campagnes, comme ça, de la convivialité avec InSite, à l'évidence, et partager tous nos excellents produits. Bienvenue. Pas bon que ceux qu'on a dans le Gers, mais quand même, qui sont pas mal. Chez moi, au centre-bourg, il y a la compagnie Carabosse International, vous savez, les spectacles de feu. Très bien. Ils sont dans le centre-bourg. Super. Bienvenue. Hélène Rosis, merci. Oui, Thierry, est-ce que vous avez pensé au CAUE qui organise des formations ouvriers de restauration du patrimoine qui peut nous accompagner dans les chantiers? Ouais, on y a pensé, donc ils travaillent, on a une réflexion en commune avec eux. Ouais. On a organisé sur deux choses différentes, des journées participatives où on a impliqué nos habitants. La première, c'était sur on avait rebâti une façade de notre château qui était en colombage. On avait fait faire du torchis aux gens. Et ils sont venus, ils ont fabriqué le torchis, ils l'ont mis en place. Enfin, c'est pareil, on avait passé une journée extraordinaire. Et une deuxième fois, pour notre rempart en terre, on leur avait fait fabriquer des adobes, donc des briques en terre crue. Et c'était génial parce que les briques qui ont été fabriquées, aujourd'hui, elles sont fichées dans le mur. C'est du concret, quoi, je veux dire. Et puis, je me rappelle toujours, il y avait des enfants qui étaient là. Et je m'imagine dans 20 ans ou dans 30 ans, quand ils repasseront devant, ils pourront dire, tu vois, moi j'étais là, tu vois, ça c'est ma brique, ça c'est, voilà. C'est chouette. C'est vrai qu'on peut arriver à impliquer les gens comme ça, c'est super. Merci beaucoup Thierry pour ta réponse. En effet, ça donne envie d'aller à Sainte-Félicie d'Armagnac. Ah, bien sûr. Venez. Alors, deux choses. Le premier, d'abord, le CAU a été un outil, et toujours un outil pour InSite très important d'identification des territoires, des endroits où il y a besoin de venir en appui. Hein. Ça a été
Ça a été le cas en Haute-Garonne, beaucoup, hein, le CAE était très impliqué. Et pour la précision, Hélène Rosy, c'est la présidente du CAE du Gers. Donc voilà, pour ça que, voilà. En plus d'avoir été mon ancien institut il y a très longtemps. Mais j'avais plus de cheveux. Merci en tous les cas. On arrive à l'heure un peu de conclusion de ce temps. Thierry, est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter, une petite touche d'espoir peut-être pour nos… Parce qu'à Insight et Café de Campagne, nous, on est dans l'espoir, on est dans l'envie de faire, de changer le monde. Et on sait qu'on le changera à partir de nos territoires ruraux. Donc, un petit côté, allez, un petit espoir de ton côté là, dans cette période grise et triste. De l'espoir, on en a toujours, on en a toujours eu, on en aura toujours. Mais c'est vrai que là, on est encore plein d'espoir et encore plus optimiste peut-être qu'avant parce qu'on sent justement que derrière nous, il y a des gens qui nous poussent à faire des choses, des gens qui nous disent faites et finalement ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de mettre en place, on est content, on vient. Et voilà. Donc l'optimisme, on l'a. Et juste pour conclure, voilà, par rapport à ce que disait, ce qu'on vient de dire, là, moi je vous invite à venir découvrir Sainte-Christie. En même temps, en terme, c'est pas très loin, on pourra pousser jusqu'à terme à faire une grande tournée de l'Armagnac avec tous les bons produits. Hein. Sainte-Christie d'Armagnac, terme d'Armagnac, le doux nom évocateur. On vous accueillera. Parce que vous savez que dans notre territoire, on va de l'apéritif jusqu'au digestif, hein, du floc jusqu'à l'Armagnac, et on a toute la palette. Et on va même du caviar jusqu'au foie gras. Donc, c'est vous dire, et en passant par le Port Noir. Donc, c'est un pays vraiment absolument merveilleux. Merci infiniment Thierry, merci beaucoup pour ta participation, bien sûr tu restes avec nous. On va passer au deuxième temps de ce café de campagne avec les échos ruraux et donc pour animer ce temps, je passe la parole à Emmanuel Michel. Merci Thibaut. Dans le Tour de l'Armagnac, vous pourrez aussi aller à Perched où Bernard vous accueillera. Et l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Alors pour cette partie écho rural, d'accueillir Tulipe. Tulipe, tu peux ouvrir ton micro, qui nous accueille en direct de la mairie de Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc Saint-Bertrand-de-Comminges, on est quelque part dans le Comminges, donc au tout début des Pyrénées, dans un endroit magnifique, quelque part entre Saint-Gonnas, Bagnères-de-Luchon et Tarbes, pour vous donner une idée. Et Tulipe, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis 3 ans maintenant. C'était un peu comme Thierry et comme Bernard qui sont là parmi nos premiers partenaires. Et Tulipe porte un projet passionnant à Saint-Bertrand. Donc, c'est à ton tour de passer sur le grill. J'espère que tout va bien. Est-ce que tu peux, Tulipe, commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, ton parcours et comment tu es arrivé à Saint-Bertrand? Bonjour. Alors, je suis Tulipe. Je suis une reconvertie en boulangerie. Je travaillais avant dans le monde du luxe et j'étais scénographe et sculpteur pour les vitrines des grands magasins. Je faisais des vitrines de Noël des Galeries Lafayette et je faisais des vitrines d'Hermès et voilà, pour la France et l'international. Et puis il y a eu des moments, il y a des moments dans mon parcours où je me suis dit que j'avais besoin de sens et de m'engager. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec les migrants sur Paris. Et puis il y a eu ces moments d'atelier où j'ai fait du pain avec tous ces hommes et ces femmes qui venaient du monde entier. Et là, l'envie de faire un CAP est devenue essentielle et concret. Et donc, je suis partie sur un CAP à l'école Ferrandi. Et j'ai travaillé avec des boulangers qui travaillaient avec des blés anciens. Et je voyais que ces blés anciens venaient tous d'Occitanie. Donc, je me suis rapprochée naturellement de l'Occitanie pour pouvoir travailler avec. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que tu es arrivé donc, à Saint-Bertrand-de-Comminges, en Haute-Garonne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as entendu parler de la commune et qu'est-ce qui t'a décidé à installer ton projet de boulangerie différente à Saint-Bertrand? Alors, ça a été un hasard parce que je voulais apporter des biscuits à la mairie, des biscuits avec une recette médiévale et romaine. Et la maire m'a proposé
Elle m'a dit, ben, c'est super, mais j'aimerais connaître comment vous faites, vous, du pain. Et puis, elle est très impliquée sur les terres et sur la façon dont on travaille le saule vivant. Et au fur et à mesure de notre conversation, elle nous a dit, ben voilà, moi j'ai un lieu, ça doit être un café, mais si ça te dit, on va faire une boulangerie ensemble. Donc voilà, depuis 2019, on est sur ce projet et ma première fournée se fait le 11 mars, là. Cool. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ton projet, à la fois sur la partie, enfin, je dirais qu'il y a, enfin, il y a trois dimensions, mais tu le diras mieux que nous, mais la partie boulangerie, la partie café, tiers-lieu culturel, et aussi une partie qui est, même si c'est pas forcément directement lié à la boulangerie, la partie jardin en permaculture. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ces trois aspects-là? Alors, effectivement, faire du blé avec faire du pain avec des blés anciens, ça voulait aussi dire pour moi reconnecter à la terre, faire aussi un travail avec des semences qui étaient rares et qui étaient proches d'une démarche aussi de recherche et de collection. Et du coup, j'ai commencé par la partie boulangerie. Donc, on travaille on a fait construire un four à bois. Donc, il y a la construction, on est exactement comme une construction de 1850 à peu près. On a fait tout à la main, pierre par pierre. On a mis les pierres dans l'eau. On a attendu 3 semaines. On a posé chaque pierre qui a été re-usinée à la main pour que ce four qui fait maintenant 9 mètres carrés, c'est un four gueulard. C'est un foyer au bois. Je tenais à ce que ça soit du bois parce qu'ici, on est dans une commune où il y a des forêts, où il est possible d'utiliser le bois local. Donc, mon idée, c'est d'apporter effectivement un pain gourmand et un pain qui a peu de gluten parce qu'une fermentation aussi lente. Donc, un travail bien sûr sur le levain. Ma curiosité m'a amenée aussi à travailler, à comprendre les blés. Et en comprenant ces blés-là, je me suis rapprochée de l'INRA et en discutant avec Marie-Claire, je lui ai demandé s'il était possible d'avoir des terres, s'il était possible de rencontrer des paysans. Donc, on a eu un premier petit terrain de 800 mètres carrés où on a fait de la permaculture. Et là, on remet des variétés anciennes de céréales et des variétés anciennes de légumes et de plantes médicinales. Et là, cette année, on a semé, parce qu'on a fait aussi une première, on a semé il y a 2 ans 3000 mètres carrés à Sarp, parce qu'on s'entend aussi très bien avec le maire du village d'à côté. Et il nous a aussi prêté une parcelle. On a mis des variétés anciennes qui sont bien sûr labellisées. Et on a redonné ces variétés anciennes à des paysans qui sont intéressés pour reproduire ces blés-là. Donc là, il y a 8 hectares où on a ressemé à Saint-Bertrand, dans la commune près de Moléon-Manoac, donc dans le 65, et puis à côté de Saint-Gaudens aussi. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de non seulement semer ensemble, faire un partenariat paysan boulanger, mais aussi refaire des fêtes autour de ça. Donc la fête des moissons, l'idée de faire un programme culturel aussi autour de ça, parler de ces semences, faire des ateliers de pain. Et bien sûr, à chaque fois, j'ai été accompagnée par Incite et par Emmanuel. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus, parce que l'idée, c'est pas seulement de faire une boulangerie, c'est aussi de faire un café. Tu as créé, il y a une asso qui est liée à ce café, donc pour faire un peu d'animation culturelle. Et vous avez notamment une programmation prévue pour cet été. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est effectivement, on a monté une scope parce qu'il était pour nous important que même notre structure juridique soit éthique, parce qu'on ne veut pas avoir une société lambda où si on s'en va, on la revend. Là, la scope permet de donner notre société si on part un jour de ce lieu, pour que les personnes puissent aussi
réacquérir notre clientèle, ce four, ce local communal, parce que c'est aussi un magnifique cadeau que l'on a aujourd'hui, un outil très beau et voilà, ça nous amène plein de joie aussi parce que c'est vraiment chouette. Et puis, et dans ce lieu-là, il y a une partie café associatif où effectivement, on a très envie qu'on amène des gens. Dans mon ancien métier, j'étais entourée d'artistes, donc on a très envie qu'il y ait des résidences d'artistes, mais aussi des conférences autour des blés, et que les gens puissent se dire, ben voilà, on n'a pas de lieu pour discuter. Les associations, s'ils veulent venir, le lieu sera à eux. L'idée, c'est que vraiment il y ait voilà, que les clés n'appartiennent à personne et que cet espace-là soit pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ça, c'est un premier challenge. On verra comment ça va se passer. Et puis, on a fait une petite programmation culturelle. Effectivement, tous les 19 du mois, à partir de juillet jusqu'à décembre, on va faire un festival qui s'appelle Pan and Rosas, qui reprend aussi le mouvement Blood and Roses, qui était un mouvement de lutte de femmes pour leur salaire et leurs conditions. Et nous, on a décidé de les honorer aussi en parlant bien sûr des mouvements féminins, de l'humanité et de l'éthique aussi à travers notre programmation culturelle. Et donc, il y aura des conférences autour de ces sujets-là. Il y aura la fête de la moisson, donc la fête des blés. Après, on va retravailler en août sur une fête qui sera pour décortiquer, pour travailler la paille. En septembre, on va transformer la farine et en octobre, on fera du pain avec la farine de l'année. Voilà, et ça, c'est accompagné avec des femmes qui vont être mises à l'honneur. Les artistes seront toutes des femmes. Alors, les garçons ne sont pas exclus, hein, ce n'est pas le projet, hein, mais c'est qu'on met en avant les roses. Et pour nous, c'était aussi un hommage parce que nos pains sont aussi des pains qui ont des noms. Elles s'appellent toutes Louise, Françoise, Simone, voilà, Virginie, toutes ces femmes qui nous ont accompagnées. Et on a à cœur de... Oui, c'est une boulangerie avec que des filles aussi, il faut le savoir. Trop Voilà. bien. Et j'ai une dernière question avant de laisser la parole à l'auditoire. C'est un peu, il peut y avoir peut-être des gens qui sont ici ou qui réécouteront, qui peuvent avoir l'envie de s'installer en ruralité, voilà, aussi de créer un tiers-lieu, de créer un commerce, etc. Toi, quel conseil tu donnerais du coup à des gens qui auraient envie de faire un peu la même chose que toi, en tout cas de s'installer en ruralité, à la fois comment toi tu as fait, voilà, quel conseil tu donnerais pour réussir et aussi peut-être nous dire de quels accompagnements tu as profité aussi pour faciliter ton installation, que ce soit de la mairie. On a aussi travaillé ensemble avec Insite et tu as sûrement eu d'autres accompagnements. Et après, n'hésitez pas d'ores et déjà lever la main pour poser des questions. Je ne suis pas très bonne en conseil. Je ne sais pas si, en tout cas, je leur conseillerais de venir boire un café et de discuter ensemble. Le premier conseil, c'est de croire à ses rêves. Je pense que c'est de jamais rien lâcher. Le deuxième conseil, c'est effectivement de se munir d'une force une force de cœur pour se dire que tout est possible et surtout de ne pas hésiter. Moi, j'ai vraiment tapé aux portes. En fait, je me suis dit, ben voilà, il y a Initiative Comminges qui est là. Comment on peut Initiative France, comment on peut discuter avec eux, comment on peut discuter avec la région, le département, même s'il n'y avait pas eu un retour financier, mais en tout cas, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce projet parlait aux personnes qui étaient bien sûr élues autour de nous. Ça nous permettait aussi de comprendre comment était fait le territoire, de s'ancrer dans ce territoire. Donc nous, on a vraiment été voir tout le monde. Avec Insite, on s'est aussi
Enfin, moi, je me suis rendu compte que les services civiques, quand ils venaient, quand on en discutait de l'évolution de ce projet, ils pouvaient être pluriels du coup. Et donc, on a amené à chaque fois, ils ont à chaque fois amené leur petite pierre à l'édifice. Et avec toutes nos petites pierres, on a appris plein de choses. C'est rester à l'écoute et, voilà, et croire en soi, surtout. Et Trop encore bien. une fois, Alors, Euh, des questions alors, un peu sur les 5 minutes qui restent. donc dans le chat, je vois la question de Julie sur Startup de territoire. Moi, j'ai participé à une réunion qui avait eu lieu à Mazères-sur-Salade il y a presque un an. Et j'étais en lien avec le PETR qui portait le projet et qui m'a réorienté après vers d'autres partenaires. Est-ce qu'il y a il y a des… Alors, levez la petite main. Vous avez vu la petite main jaune là? Peut-être Paul Jo, tu voulais prendre la parole ou c'est une ancienne main qui est levée? Non, non, je suis très discipliné, donc je l'ai levé tout à l'heure, je l'ai rabaissé, là je l'ai relevé. Donc J'ai peur merci que tu beaucoup pour t'endormes. cette… J'ai peur que tu t'endormes, Paul Jo, pendant le café. Parce que… Non, 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 Ah non, bon. ça c'est encore les vieux clichés que tu as sur la Corse, etc. Donc, c'est pas grave, quand tu viens, je te ferai un stage, tu comprendras. Non, tu sais, bon, merci pour ce joli témoignage. Moi, j'avais deux questions parce que j'ai mené un projet exactement à l'identique il y a quelques années qui s'est mal terminé. Et justement, c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir pour repartir. Mais quand il y a eu un échec, c'est pas évident. Je voulais savoir, donc, est-ce que le bâtiment appartient à la commune? Je n'ai pas bien compris au début. Et deuxièmement, pourquoi avoir choisi le statut de SCOP et pas de société coopérative d'intérêt collectif? Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Alors, on a commencé tout à l'heure. La première question, effectivement, c'est le bâtiment appartient à la commune. Et on a choisi la SCOP parce qu'aujourd'hui, il nous semblait plus simple, et on en a discuté avec la mairie, et qu'il nous semblait plus simple aujourd'hui d'être sur ce statut-là. Il est pas impossible que ce statut-là change au bout d'un an. On voit avec Marie-Claire Huchon comment on peut effectivement lui donner une autre force au montant du cycle, effectivement. Mais c'est dans les tuyaux, et c'est une vraie belle histoire aussi de pouvoir travailler avec la commune intégrée dans notre histoire de boulangerie, tout à fait. Bernard, tu avais le… Ouais, vas-y Bernard. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Attendez. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Super. Bon. Bonjour à tous. Ben, les deux intervenants que je connais, dont Thierry Saint-Martin. Ce que je note, moi, c'est qu'en définitive, dans toutes ces actions que vous menez, on retrouve de l'humain, beaucoup d'humain. Et c'est ça qui est fondamental et qui fait qu'on peut tous travailler ensemble. Notre association, Pimao, a une approche, disons, moins centrée sur le village. Au début, c'était le village de Perchède, ça reste le village de Perchède, mais de plus en plus, on étend nos actions au territoire du Bas-Armagnac et même du pays d'Armagnac. Et notre objectif, c'est de travailler de plus en plus en collaboration avec les autres associations. Pas tout faire, mais aider. Tu as envie de faire ça, ben on va t'aider. Toi, tu peux nous aider sur ça. De façon à créer un maillage terrain beaucoup plus fort qu'actuellement, où chacun fait un peu dans son coin. Donc ça, c'est notre objectif. Je dirais qu'avec deux actions qui sont à la fois des manifestations phares, comme l'éco-fête, l'éco-pêche, l'éco-action, etc., qui sont des manifestations qui touchent le grand public, mais surtout, on développe de plus en plus, nous, des ateliers qui vont à la rencontre des besoins des jeunes. Ateliers de taille des jardins, ateliers sur le numérique pour les personnes âgées, ateliers fais-le toi-même, c'est les vieilles recettes des grands-mères sur l'entretien, les produits d'entretien, etc. Et on est prêt à faire plein d'ateliers en fonction des compétences des gens. Il dit, tiens, moi je suis fort là-dedans, il y a peut-être un intérêt, et à ce moment-là, on aide. Donc, ce qui me plaît, moi, dans tout ce qui se fait là, et tous les gens qui sont là, c'est qu'on se rend compte que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin d'aide, on a besoin de
retrouver en communauté. Voilà, je veux dire. Donc, je suis tout à fait partant pour travailler avec tous et aller voir ce qui se fait. J'irai à vers Saint-Bertrand-de-Comminges parce que j'aime bien le pain. Donc, je voudrais goûter ce bon pain d'antan. Merci. Ouais. On fera, Tulipe, enfin, on communiquera la date de la fête du pain, normalement, on espère, qui sera à Saint-Bertrand. Et Bernard, on aura le plaisir, je pense, de t'inviter pour que tu poses un petit mot à un prochain café de campagne, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, on a une dernière question peut-être avec Julie. Julie qui a levé la main. Ah non, je ne levais pas la main, j'applaudissais. J'applaudissais de partager les dates, voilà, qu'on puisse se retrouver autour d'une bonne miche de pain. Super. Et puis, je pense qu'avec Alain Delangle, on pourrait faire entre la Normandie et le sud de la Haute-Garonne, peut-être une battle entre le foin, le blé, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais on en reparlera avec Alain, qu'on fera intervenir aussi sur ce qu'il fait dans cette belle Normandie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ben merci beaucoup Tulipe en tous les cas. Merci pour ton énergie, ta fraîcheur et ce projet vraiment complet. On voit bien du travail de la terre jusqu'au lien social finalement, parce que c'est de ça dont il s'agit, et tout ça avec une vraie cohérence. On fait attention aux produits, on fait attention à la terre, on fait attention aux produits que l'on fait. Et le pain c'est tout un symbole que l'on partage avec plaisir et qui doit avoir du sens, à l'inverse de ce que trop souvent il a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un aliment finalement de mauvaise qualité, trop souvent, et qu'on échange comme ça, alors que c'est un vrai produit qui a du sens. Donc merci beaucoup pour ça, et on est très contents en tous les cas, nous, à InSite, de filer un coup de main et d'être en lien avec toi et avec vous à Saint-Bertrand-de-Comminges. Je vous propose, on tient le timing, c'est tout à fait remarquable, hein, on est pile poil. Je vous propose de passer sur le dernier temps, le plan culture, et donc pour ça, je passe la parole à Elsa. Merci beaucoup. Donc oui, je suis ravie de recevoir aujourd'hui pour le plan culture Lucille et Sylvie qui vont nous parler du magazine Village que vous connaissez peut-être déjà. Du coup, Lucille et Sylvie, vous pouvez ouvrir vos micros et on peut commencer classiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur qui vous êtes et qu'est-ce que c'est que le magazine Village? Merci de nous avoir invités. C'est bien sympathique pour ce café de campagne. Bon, ça aurait été mieux en chair en os, mais déjà c'est super. Donc Sylvie Le Calvez, fondatrice du magazine Village, et puis effectivement Lucille qui va prendre la parole aussi pendant cet échange, qui est journaliste permanente depuis très longtemps dans l'équipe aussi. C'est une équipe qui a un peu de bouteille puisque le magazine a été créé en 1993. Donc c'est beaucoup plus ancien que la super boulangerie, café, tiers-lieu qui vient de nous être présentée avec enthousiasme, où elle croyait en ses rêves. Nous, c'était un peu pareil en fait. On avait la folie de vouloir faire un magazine national indépendant sur les territoires ruraux, en kiosque après, au bout de 2 ans, alors qu'on avait 2000 francs. Bon, on était en francs à l'époque. C'est-à-dire rien. Et de se dire, voilà, on va faire ce pari fou. On y a mis une énergie vraiment incroyable et c'est toujours le cas depuis 30 ans. On est toujours là et notre approche, c'était vraiment de parler d'une ruralité positive et de montrer toutes les initiatives et les enjeux qui traversaient les campagnes pour éviter qu'il y ait une sorte de désillusion ou de dire voilà, le phénomène de désertification des campagnes est à l'œuvre et il n'y a rien à faire. C'était un peu le discours ambiant de l'époque, il faut se replacer dans le contexte. Et nous, on disait, mais non, il y a des choses possibles, il faut qu'on communique ce qui se fait avec un média qui ne soit pas une simple feuille de chou, mais quelque chose de qualité pour montrer que c'est un vrai lieu d'innovation, c'est un vrai lieu de liberté et que même depuis la campagne, quand on était encore à l'époque des disquettes, on pouvait réaliser un magazine depuis le monde rural. Alors, on est installé là, pas très loin d'Alain Delangle, qu'on citait tout à l'heure, en Normandie. Très beau, la Normandie, vous avez raison, il n'y a pas que le Gers, la Corse, tout ça. Et donc, on est dans le petit village de Saint-Paul, qui fait 600 habitants, dans un local, une grande bâtisse en pierre, là, dans laquelle je me trouve d'ailleurs municipale. Voilà pour le siège social, donc dans l'Orne. Voilà. Bonjour Alain.
qui j'ai dit bonjour en chat de façon discrète tout à l'heure. Et on essaye de travailler autour de toujours de 3 approches. Une approche avec une entrée un peu territoriale. Qu'est-ce qui se fait d'innovant dans un village, sur un territoire plus large? Donc cette entrée territoriale, une entrée qu'on appelle portrait, nous, par des projets exactement comme celui qu'on vient d'entendre justement autour de la boulangerie. Alors franchement, voilà, la revue, j'espère qu'on pourra passer vous voir et aller voir ce que vous faites, parce que vous êtes vraiment le type d'initiative qu'on relate dans chaque numéro. Donc voilà, une rubrique portrait, et puis une rubrique qu'on appelle savoir-faire ou vivre simplement, sur des pratiques qui peuvent être monter un mur en pierre sèche, ou aussi, je sais pas, savoir quels sont les oiseaux, reconnaître les oiseaux dans les jardins. Ça va plutôt très pratique et très lié à la nature en gros, et pratique de savoir-faire. Donc voilà, c'est un peu l'articulation des 3 parties du magazine. Je ne sais pas s'il y en a qui, je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que vous êtes tous abonnés, mais voilà. Donc ça, c'est le dernier numéro que vous n'avez pas encore pour ceux qui sont abonnés, parce qu'il vient d'être livré chez nous, mais ça ne va pas tarder, hein. Pour ceux qui sont abonnés, c'est le prochain qui va être sur ces paysans du génie, où on essaye de voir quelles sont les nouvelles cultures qui sont possibles d'imaginer, et puis comment on peut aussi trouver de nouvelles formes d'installation, notamment des installations collectives, et travailler en lien avec l'écosystème en tant qu'agriculteur. Donc, c'est les évolutions de l'agriculture, en gros, sur ce dernier numéro. Voilà, pour cette première question, j'ai déjà été un peu longue, hein, je sais pas. Pas du tout. Bah, du coup, ça a presque déjà répondu à mes questions suivantes. Donc, tant mieux. Tout le monde est déjà abonné, mais imaginons que quelques personnes veuillent en parler autour d'elles. Comment est-ce qu'on fait pour s'abonner ou le trouver? Où est-ce qu'on peut le trouver? Je laisse la parole à Lucie, là. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Donc, on nous trouve tout d'abord par abonnement, effectivement. Donc, il suffit d'aller sur le site internet villagemagazine.fr et vous verrez, il y a une rubrique abonnement dans la boutique. C'est 32 € pour les particuliers pour 1 an, et puis 43 € pour les professionnels et collectivités, parce qu'on a beaucoup de centres de formation, d'associations, de collectivités, de médiathèques qui sont abonnés au magazine. Et puis sinon, on nous trouve en kiosque un peu partout en France. Alors évidemment, on n'est pas présent dans tous les kiosques, mais voilà, on a quand même pas mal d'exemplaires, on est bien représenté un peu partout. Alors pour savoir où on est, il y a pareil, sur le site, il y a un endroit, vous savez exactement le point de vente le plus proche de chez vous, il en reste encore par exemple, où est-ce qu'on va être livré, etc. Donc, et puis on peut acheter des anciens numéros, et également quand on est abonné, on a accès aux archives. On peut mettre une petite annonce. On a beaucoup de collectivités, par exemple, qui mettent des petites annonces de commerce, ou des personnes qui ont des projets. En ce moment, on en a pas mal aussi d'habitat groupé. Alors ils cherchent des partenaires, par exemple. Et ça, c'est un service qu'on rend aux abonnés, en fait, un système d'annonce qui est assez. Il y a 5-6 pages à chaque numéro, et il y en a pas mal sur le site internet aussi. Enfin, voilà. Donc on nous trouve normalement à peu près facilement. Voilà. Super, merci beaucoup. J'ai envie d'ouvrir tout de suite la parole aux participants. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions, qui ont envie de partager un témoignage? Voilà, je vous laisse la parole. Alors, je ne vois pas forcément tout le monde, parce que moi, en parallèle, j'enregistre la vidéo du Ça paraît tous les combien, et c'est quoi le tirage un peu de village? Alors, ça paraît à chaque saison. À chaque saison, il y a une nouvelle saison, et donc il y a un nouveau numéro de village. C'est quand même bien, c'est printemps, été, automne, hiver. Donc là, celui qu'on vient de recevoir, le numéro de printemps, alors que les primevères sont tout juste en fleurs, on va être là pour un trimestre. Donc 4 numéros par an, et puis un hors-série. Le dernier qu'on avait fait, c'était sur le renouveau de l'alimentation de proximité, qui est plus sous forme livre. Voilà. Et en gros, on vend un peu plus de 10 000 exemplaires en tout, entre la partie kiosque et puis la partie abonnement, pour moitié-moitié. Et on a à peu près, là je pense au contrôle de Lucille, mais je dirais un tiers quand je dis professionnels, effectivement des élus, des responsables associatifs qui nous lisent pour essayer de trouver des idées pour voir comment dynamiser leur territoire. Donc maintenant, en plus, on a la chance d'être retenu. Alors pour vous, ça ne dira peut-être pas grand-chose. Pour nous, c'est important dans le domaine de la presse. C'est une reconnaissance quand même, magazine d'information de politique générale. Ce qui a été un peu une bataille, parce que la ruralité, ce n'était pas forcément la priorité pour le ministère de la Culture qui donne ce label, qu'ont par exemple des magazines comme Alternative économique, par exemple. J'avais un petit message pour Tulipe.
c'est que je pensais à ça, hein. On a aussi un agenda en ligne, donc là, s'il y a des dates à venir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par le site, il n'y a pas de souci. Ben, je vais le mettre Oui, sur… vous savez, ça faisait partie de ma deuxième question. Est-ce qu'il y a une déclinaison un peu numérique? Est-ce que vous actualisez un peu un site régulièrement? Ben, oui, en fait, on a des newsletters tous les mois, on a le site internet. Alors, il y a des informations, on met un peu quelques articles en ligne du magazine pour voir un petit peu voilà, ce que vous trouvez dans le magazine. Mais toutes les semaines, on met des informations sur le site. Et puis, bon, l'agenda, en fait, ça bouge beaucoup hein, dans les territoires ruraux. Donc, tout le temps, on a des choses. Donc, on essaye de suivre un petit peu et de mettre ça sur le site, quoi, également. On essaye de se relayer. Alors, je ne dis pas qu'on relaie systématiquement parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Mais voilà, on essaie de faire au mieux pour être le relais entre ce qui se passe sur les territoires. Alors, pour compléter ce que dit Lucille, donc on a 2 newsletters. On a une newsletter peut-être que vous recevez gratuite, grand public, et puis une newsletter pour les professionnels des collectivités, justement, quand je dis professionnels, pour ceux qui sont investis comme acteurs dans le monde rural, qui est une lettre effectivement qui vous arrive mensuellement, spécialement destinée quand on a un abonnement pro, c'est-à-dire la formule dont on parlait tout à l'heure, et pas grand public, vous recevez systématiquement la newsletter professionnelle aussi en plus. Je crois que j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui ont levé la main, Julie et Bernard, ou c'était juste pour applaudir, je ne sais pas. Oui, mais Julie d'abord. Merci. Non, c'est effectivement pour, pour dire quelque chose. Effectivement, Elsa vous demandait si on avait des témoignages et je dois dire que c'est toujours un vrai régal d'avoir Village Magazine dans les mains. Voilà, il y a toujours des très beaux portraits, des articles qui amènent quelque chose et qui sont, voilà, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment agréable à lire. Donc voilà, je tenais à le dire parce que j'en avais l'opportunité. Merci Julie, hein, parce que vraiment c'est spontané, hein, on vous a pas acheté pour ça. Hein, vous ne m'avez pas encore acheté, mais j'y pense. D'ailleurs, je serais ravie d'échanger avec vous, en l'occurrence prochainement. Mais non, vraiment, enfin, moi, ça fait partie. Il y a 2 magazines que j'achète encore en kiosque, c'est Village Magazine quand j'ai le temps, et donc Marmiton Magazine quand j'ai le temps aussi pour cuisiner. Voilà, je ne vais pas plus loin. Et moi, je voulais dire simplement que vous avez gagné aujourd'hui un nouvel abonné. Oh, bah, écoutez, hein, vraiment, on est touchés. Chaque abonné compte, hein, parce qu'on est indépendant et c'est vraiment un pari à chaque fois. On ne va pas vous raconter toute notre vie et toutes les étapes. Mais c'est toujours compliqué aujourd'hui avec la crise évidemment sanitaire, mais surtout nous avec la crise qu'on a connue de distribution de la presse, que vous avez dû suivre de très loin, mais le dépôt de bilan de Prestalis. Chez qui on était et qui pendant presque un an n'a pas rétribué du coup les journaux concernés. Donc ça a été de tenir en tant qu'indépendant dans ce marasme de la crise de la presse. C'est grâce à vous, abonnés, qu'on peut être là. Alors Bernard Chauvet vient de dire je viens d'abonner ma commune, donc c'est 2, et puis je rajouterai un 3e parce que je vais m'abonner aussi. Et je fais le vœu que nous allions même plus loin entre InSite et Village Magazine. On essaye de penser même un partenariat un peu plus structurant pour voir comment est-ce qu'on peut à la fois faire valoir cette presse qui s'engage au service de nos territoires et faire valoir, parce que c'est notre démarche aussi, de faire valoir les projets sur nos territoires, parce qu'il y a une myriade de choses extraordinaires, de héros du quotidien qui se débattent, mais je pense comme votre magazine, avec peu de moyens, peu de reconnaissance, peu de moyens humains et financiers. Et donc, quand il fait un peu sombre comme ça, quand il y a une bougie au milieu, c'est quand même pas trop mal de se rapprocher de cette bougie et de se tenir chaud. Donc voilà, donc je crois qu'en tous les cas, InSite sera à vos côtés pour continuer ce combat nécessaire au service de nos ruralités. Merci, ce sera avec grand plaisir qu'on peut étudier, effectivement, imaginer des choses. Hein. À chaque fois, c'est à plusieurs, hein, j'entendais ça tout à l'heure, mais c'est vraiment à plusieurs en réseau qu'on peut justement faire des choses fécondes, jolies, productives, intéressantes, et pas tout seul, chacun dans son coin. Donc, je trouve que c'est, en tout cas, on aura une oreille plus qu'attentive pour travailler ensemble. À chaque fois qu'on peut, on le fait. En plus, sur l'Orne, on a eu Ulysse qui a repris contact avec nous, qu'on avait beaucoup suivi, accompagné pendant son premier projet. On était ravis qu'il soit chez vous. Donc, ce sera avec plaisir pour imaginer des choses en commun. Merci beaucoup. Je voudrais dire également que ce matin, j'en discutais avec notre responsable de site web et de réseaux sociaux. Et lui, il appelle de la presse habituelle l'actu cata.
parce qu'on ne parle plus que de catastrophes, de problèmes, d'emmerdements. Et il y en a ras-le-bol. Moi, d'ailleurs, je ne regarde plus la télévision. Enfin, c'est pas après, je ne me demandais pas le programme d'antenne 2, d'antenne 1 et tout autres. Je ne regarde plus la télévision. Tu aurais pu dire l'ORTF, mais tu étais en c'est pas mal. Terminé, oui. J'ai dit, tu sais, je suis d'un autre âge, hein Thibaut, je suis d'un autre âge, moi. Hein. Donc, je pense que c'est très important qu'on montre justement tout ce qu'il y a de positif dans notre monde et qu'on peut faire des choses. Mais c'est vrai que le sous-titre de Village, c'est le plein d'énergie positive, parce qu'on s'est dit, non, mais il faut vraiment montrer ça, et sans être dans le monde de oui, hein, c'est pas les bisounours, on met quand même bien en avant le parcours, la difficulté, l'ancrage, le temps que ça prend, mais sans être, effectivement, tout est facile, c'est facile de s'installer, c'est partout pareil, c'est pas du tout ça. Au contraire, mais quand même garder toujours ce ton positif, c'est ce qui nous tient à cœur depuis le début, et maintenant on l'a affiché clairement depuis déjà pas mal d'années, parce que c'est le message qu'on veut aussi faire passer. Je rajouterais comme pour information, parce que c'est vraiment un complice de longue date, qu'on a la chance d'avoir aussi un partenariat avec Philippe Bertrand de Carnet de Campagne, qui nous laisse une fois par mois faire une émission en commun sur des enjeux de la ruralité qu'on a relatés dans le village. Pour nous aussi, c'est important, c'est intéressant, et puis on travaille vraiment bien ensemble, donc je le signale à cette occasion. Eh bien, Sylvie, si alter ego en radio, mais ils sont très gros par rapport à nous. Ils sont très gros, et si vous pouvez leur faire passer l'info comme quoi INSIT est intéressé pour entrer en contact avec eux, c'est pas mal, parce que j'essaye de l'avoir, Philippe Bertrand, depuis quelques temps, et j'y arrive pas. Donc, c'est vrai que Philippe Bertrand en plus me disait, moi j'ai eu un enregistrement il y a 2 jours, mais c'était il y a 2 jours malheureusement, mais ce sera pour le prochain. Il me disait qu'il était complètement débordé parce qu'il remplace en plus quelqu'un sur une autre émission au pied levé, donc il a 2 émissions en cours, donc je pense que c'est très compliqué effectivement. Oui, je pense aussi que c'est pas une volonté de ne pas nous prendre. Mais voilà. Vous vous déplacez sur le terrain ou comment vous faites vos reportages? On a beaucoup d'initiatives qui nous remontent par des personnes comme vous, qui nous sollicitent et qui nous disent « je fais ça », comme on aurait pu l'avoir pour la super petite boulangerie et un café. Et puis, on a un journaliste par région, donc dans chacune des régions de France, qui nous fait remonter tous les trimestres à chaque réunion de rédaction. C'est la périodicité du magazine, donc on fait une réunion de choix de sujets et ils nous font remonter une 50aine de sujets sur leur région et on sélectionne ensemble, en équipe, les sujets qu'on va traiter pour qu'il y ait une répartition bien sûr un peu territoriale, mais surtout thématique. Et ça nous permet aussi d'envisager les dossiers quand on voit beaucoup d'initiatives qui se recoupent sur un nouvel enjeu, un nouveau sujet. Donc chaque journaliste est sur le terrain dans sa région et nous fait remonter les initiatives qu'il a sur sa route, plus nos lecteurs. Et parfois aussi quand on est sur des événements comme aujourd'hui où on voit des initiatives, ça nous permet aussi à la rédaction de les proposer à nos journalistes qui vont les faire sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, Thibaut, je te laisse la main pour terminer. Merci en tous les cas. Merci à Thierry, merci à Tulip, Sylvie et Lucille pour vos interventions. Alors, je crois que Tulip a dû nous quitter un peu avant la fin parce qu'elle devait allumer le feu. Merci beaucoup pour vos interventions. Je crois que c'est vraiment le visage, c'est le visage de nos ruralités. C'est un visage optimiste, volontaire. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que Thierry non seulement était un maire actif, dynamique, mais c'est également un éleveur de poulets bio, qui se bat aujourd'hui dans un contexte de grippe aviaire terrible et qui malgré ça garde l'énergie. C'est aussi ça ces combattants de la ruralité qui sont souvent très discrets, mais qui contre vents et marées savent se lever tous les matins et aller au combat. Et on a besoin d'être aux côtés de tous ces acteurs, qu'ils soient paysans ou qu'ils soient acteurs du quotidien, parce que c'est pas facile, même si c'est là où il fait beau, même si c'est là où on a plus le sourire, même si c'est là où notre voisin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même notre voisin, et on est quand même en lien avec lui, et on est un peu obligé de faire avec. Et donc la question du lien, de la solidarité se pose un peu différemment. Donc on a été ravis en tous les cas de vous accueillir et de vous recevoir dans notre café de campagne virtuel, le 5e. On va se remettre le petit jingle, Elsa, peut-être pour la fin de… Si là, je te prends un peu à froid. Pour la fin de ce café de campagne. On se retrouve dans un mois pour le 6e café de campagne avec de l'envie, de l'énergie, de l'espoir et peut-être une forte détermination à changer le monde.
Adi Schatzpla, comme on dit chez moi, et à très bientôt et vive les campagnes.